d'entreprises françaises de 1 à 100 millions d'euros dans la préparation donc, du dirigeant avant de la société, préparation de la société de vendu. Donc, généralement, c'est des cessions d'entreprise, c'est parfois des LBO ou d'autres opérations en capital ou des financements. J'interviens plutôt en France et en Europe et parfois pour des dirigeants qui veulent s'installer en Israël. Effectivement, l'idée, c'est de bien préparer l'opération. Donc, plusieurs personnes présentes sont dans ce cas, d'avoir vendu ou d'avoir un projet de vente de sa société en Israël pour s'installer ensuite en Israël. Donc déjà, pour bien préparer l'opération, bah, il faut faire un bon diagnostic, que ce soit pour la société française ou pour un projet d'entrepreneuriat ou d'entreprise en Israël. Il y a toujours un diagnostic qui doit être fait. Donc, pour parler donc, de la cession de l'entreprise française, parce que c'est le cas de plusieurs d'entre vous et c'est aussi mon métier principal. Donc, il y a effectivement, on a parlé de la fiscalité, c'est un sujet important. On a parlé de la fiscalité de la cession, il y a la fiscalité de la cession d'entreprise, mais aussi la fiscalité de la transmission et donc de la succession. Et il faut prendre en compte, il y a ces 45% qui peuvent aussi s'ajouter aux 34% de prélèvements forfaitaires, donc de prélèvements sociaux, plus fiscalité de la cession et contribution exceptionnelle sur les revenus en cas de cession d'entreprise. Donc le total peut dépasser largement les 45%. On est entre 34% et 45%. On peut aller jusqu'à 60-70% de prélèvements obligatoires au total. Donc, il y a ce sujet à préparer parce qu'effectivement, on peut transmettre une partie du patrimoine progressivement pour s'installer en Israël et soit ne pas avoir besoin de payer ces prélèvements obligatoires, soit les payer en Israël. Et effectivement, je trouve que c'est une bonne idée de préférer donner tout ou partie de cet argent à Israël plutôt qu'à la France, même si la France nous a apporté beaucoup pendant des années. On peut choisir où habiter demain, où sera notre résidence fiscale et où faire la cession et la transmission. Donc, où est-ce qu'on aura ce patrimoine où est-ce que les prélèvements obligatoires seront prélevés, sachant que prélèvement obligatoire veut dire fiscalité plus prélèvements sociaux. Quand on veut donc bien valoriser, vendre sa société en France ou bien valoriser, créer un business en Israël, il y a un diagnostic toujours à faire, étude de marché, et bien analyser aussi bien l'aspect concurrentiel, social, financier, commercial, technologique. Et c'est par expérience toujours dans ces détails qu'on identifie des points d'amélioration. Des points d'amélioration. Là, par exemple, récemment, on a lancé une mission de cession d'une entreprise française et on a pu tripler la valeur de la société simplement en identifiant un point de faiblesse, c'est que la société avait un gros taux de perte de clients. Et on a travaillé uniquement sur ce défaut de la société. Il y a des clients qui partaient régulièrement parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la prestation, parce qu'ils étaient un petit peu déçus ou que le chargé d'affaires ne leur répondait pas. Le dirigeant d'entreprise ne s'apercevait pas de ce défaut. Il était focus sur la signature des nouveaux contrats. Il ne s'apercevait pas qu'il perdait plus de clients il signait plus de clients qu'il en perdait, mais le nombre de clients perdus était considérable. Et en réduisant le taux de perte de clients, il a donc divisé par 4 le taux de perte de clients et donc ça a permis en l'espace d'un an de multiplier par 3 la valorisation de la société. Alors, quels sont les facteurs clés de succès pour entreprendre et pour réussir en Israël? Oui, effectivement, Israël, ce n'est pas la France. Israël, c'est un environnement très différent avec des habitants multiculturels, même s'ils sont majoritairement juifs, ils sont aussi une partie arabe et puis d'autres confessions, mais surtout d'origine très variée, d'origine de très nombreux pays à travers le monde. Ils sont arrivés ces dernières décennies, continuent à arriver régulièrement. Et donc, tous les automatismes qu'on peut avoir en France, en Belgique ou en Europe ne vont pas fonctionner. Et la plupart ne vont pas fonctionner. Donc, effectivement, on peut avoir des sujets à tous les niveaux, que ce soit au niveau administratif, comptable, financier, et concurrentiel, parce qu'on a par le passé identifié
des concurrents, des Français. Beaucoup de mes clients sont partis s'installer en France, ou même des amis en France, sont partis s'installer en Israël avec leur d'automatisme, et ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que leur business avait bien fonctionné en Israël, et que tout à coup, dès l'instant que ça a fonctionné, il y en a un qui a obtenu un changement législatif parce qu'il avait un ami au Parlement. Donc, il a eu un changement législatif contre lui, et donc il n'a plus pu exercer parce que une loi a changé les règles du jeu. Un autre est venu lui vendre un bien dont il n'était pas propriétaire. Il faut faire très attention, donc être bien entouré de bons avocats. Un autre a acheté une société dans lequel le stock n'était pas la propriété de la société. Donc, on lui a dit que le stock appartenait à la société, il a acheté la société, le stock n'est pas à la société, donc il a payé une deuxième fois le stock après coup. Donc, il va falloir bien vérifier beaucoup d'aspects quand on arrive en Israël, et puis ensuite s'intéresser au marché. C'est un marché fabuleux parce que quand on voit il connaît une croissance de 5, 6, 7% par an en PIB par habitant ces dernières années. Donc, vous avez à la fois une croissance du PIB par habitant, mais il y a également une croissance du nombre d'habitants. Donc, plus une croissance des exportations. Donc, c'est un marché qui a, pour le coup, un vrai potentiel. Il y a un niveau de vie qui dépasse désormais celui de la France. Donc, le PIB par habitant en Israël, désormais, dépasse le PIB par habitant français, anglais, italien, espagnol, etc. Donc, ils ont depuis récemment un meilleur niveau de vie, mais n'empêche qu'il faut que chacun soit attentif à tous les niveaux. Donc, il y a un aspect sur l'aspect concurrentiel, l'aspect juridique, l'aspect social, droit social, les salariés. Et donc, entreprendre en Israël, c'est une véritable aventure qui se prépare. Et ce sont chaque élément, chaque point qu'il faudra bien préparer, pas se jeter trop vite, trop loin, parce qu'on peut griller les étapes, et beaucoup plus facilement qu'en France. En France, on peut tester son produit, son marché, avancer, investir. Puis si ça ne marche pas, on aura toujours un actif à revendre. On achète un pas de porte, un fonds de commerce, un appartement. On est généralement protégé. On a des garde-fous nombreux. En Israël, beaucoup moins. On va avoir des risques beaucoup plus nombreux. Donc, il faut bien préparer le terrain. Cette réunion doit vous permettre de pouvoir potentiellement anticiper, et surtout se dire que, bah oui, il va falloir bien sensibiliser ses associés, ses salariés, et puis bien préparer les différents aspects, que ce soit sur les produits, la concurrence, la technologie, la réglementation et les risques sur les différents sujets envisagés. Si je peux rajouter quelque chose, Patrice, ça ne se dérange pas. Bien sûr. Ce qu'il faut faire attention aussi, je pense, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de francophones viennent en Israël et ne réussissent pas dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un autre point qui est problématique, c'est la mentalité israélienne. C'est-à-dire, un Français qui vient en Israël n'aura jamais la mentalité israélienne en venant à l'âge de 50 ans, 40 ans, 60 ans. Il n'est pas né en Israël, il n'a pas les amis. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai pas mal de clients, de personnes que je connais qui sont venus en France, qui sont venus en Israël. Ils avaient des restaurants qui marchaient très bien en France, par exemple. Ils sont venus en Israël, ils voulaient ouvrir un restaurant. Ils se sont dit, bon, on connaît bien, on a de la bonne marchandise, on sait comment travailler, etc. Mais comme on sait, les restaurants, ce qu'il faut faire attention, la marge d'un restaurant, c'est le food cost. C'est-à-dire combien nous coûte le coût de la marchandise. Après, on a une marge en fonction de ce qu'on gagne. Mais le problème, c'est que les Français qui viennent ici, ils ne savent pas acheter comme les Israéliens. Donc, toute activité qui peut avoir affaire à des fournisseurs, je parle avant même de commencer à vérifier les risques des Israéliens qui sont problématiques, comme les exemples que Patrice a donnés, que les gens les arnaquent. Je pense même dans ce qui est réglo et droit, même si on veut ouvrir et qu'on travaille avec des types réglo, le grand problème, c'est qu'un concurrent à vous, un restaurant, il va acheter sa marchandise à 20%, quand vous allez l'acheter à 45% de votre chiffre. Et ça, c'est des choses que je vois. Il y a des bouchers qui ouvrent, des restaurants qui ouvrent, des personnes qui ont ouvert à Kikaramdina, des magasins d'habits, de vêtements. Ils explosaient en France dans le prêt-à-porter. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'en France, ils marchaient bien dans le prêt-à-porter parce qu'ils savaient acheter. Parce qu'ils savaient acheter, ils avaient leurs fournisseurs, ils avaient leurs combines, etc. Ici, en Israël, donc, c'est quelque chose que je pense qu'il faut faire attention, c'est-à-dire ou s'entourer
de personnes qui sont vraiment israéliens ou d'avoir un directeur de confiance que vous connaissez, qui connaît la langue, qui a grandi ici, qui a mangé avec eux et qui sait comment se bagarrer quand il faut. Parce qu'ici, c'est quand même un peu des fois, c'est le Moyen-Orient à la fin. C'est-à-dire, on peut aller aux impôts, on peut s'énerver, chose qui ne peut pas se passer en France. Les fournisseurs, ils peuvent vous donner une avance de 30 jours et le mois prochain, ils vont vous donner une double facture. C'est des choses, je pense qu'un Français, et ça, je pense que c'est un peu orgueilleux de la part de pas mal d'hommes d'affaires français qui sont venus en Israël, qui voulaient gérer leur affaire tout seuls. Ils se sont dit, on sait travailler, on a fait nos preuves en France. Et là, d'où le proverbe de M. Drey qui disait, comment venir millionnaire en venant milliardaire. Bah, c'est exactement ça, puisque quand on arrive dans un pays, on débarque et on ne connaît rien, et qu'on n'a pas la mentalité du pays, même si on a un bon avocat et un bon expert comptable, mais que d'un autre côté, on ne sait pas acheter la marchandise, on ne sait pas se bagarrer avec le fournisseur, ou d'échelonner, etc. Ça, c'est un point, excuse-moi Patrice, j'ai ouvert une petite parenthèse, ce que tu as dit, c'est un point qui est ultra important. Donc, toute activité qui a un rapport avec des fournisseurs, c'est-à-dire on ne parle pas de prestations de services comme du conseil, quelque chose comme ça, une activité où on doit acheter des vêtements, on doit acheter de la marchandise, on doit acheter quelque chose qu'on veut revendre après, là, les Israéliens, c'est des requins. Les fournisseurs, ce n'est pas des enfants de cœur. Et le prix qu'ils vont donner à un Israélien qu'ils connaissent de la grand-mère, de la cousine, etc., ce n'est pas le prix que vous allez avoir, surtout quand ils vont entendre votre accent français. Donc, s'entourer d'Israéliens nés ici, mais avec qui vous avez confiance, c'est quelque chose qui est ultra important à mes yeux. Effectivement, c'est des très bonnes précisions, Nathan. Nathan, est-ce que tu peux nous dire justement, pour la suite, comment est-ce qu'on finance une création d'entreprise? Alors, déjà, ça pour répondre. Ouais. Je veux répondre en fait à Annabelle et à Ariel en même temps, par rapport à leurs questions. Ariel a demandé, elle a une Amouta, si je ne me trompe pas, c'est une association à but non lucratif. Elle cherche des financements, etc. En Israël, pour financer une entreprise, il y a. Non, je n'ai pas encore d'Amouta. Il n'y a pas encore d'Amouta. J'ai un groupe de recherche d'emploi sur Facebook qui a 6000 membres. Mais qui a but non lucratif. Ouais, qui a but non lucratif, ouais. Tout ce que je fais là-bas, c'est à but non lucratif. Ok, donc à la fin, ça va être un Malkar. Un Malkar, c'est un Mossad et Lokavonat Revar, c'est-à-dire une association à but non lucratif. Et le problème, c'est que pour les financements en Israël, il y a un organisme de l'État qui s'appelle Arvut Medina. C'est-à-dire il y a un prêt que l'État donne pour aider chaque personne à ouvrir une entreprise. Ça s'appelle Alva Arvut Medina. Excusez-moi. Voilà, vous me voyez. Voilà, excusez-moi, voilà. C'est un prêt qui est garanti par l'État. Un prêt garanti par l'État, c'est-à-dire l'État se porte garant à hauteur de 90% du prêt. À l'époque, c'était un peu moins, mais depuis qu'il y a le corona, ils ont augmenté leur garantie. La banque, 5%, et vous, 5%. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez ouvrir une société, vous voulez ouvrir un magasin ou je ne sais pas quoi. Vous avez besoin de 300 000 shekels pour les travaux, pour les 3 premiers mois, pour de la trésor, etc. Vous montez un dossier qui explique votre business plan, vos prévisions que vous allez avoir par votre affaire. Et une des 4 banques, il y a seulement 4 banques en Israël qui peuvent donner ce prêt-là. C'est la banque Leumi, la banque mercantile, la banque Ben Leumi et la banque, une 4e, j'ai oublié. Il y a 4 banques seulement qui peuvent vous donner ce prêt-là, jusqu'à 500 000 shekels, remboursable sur 5 ans, avec un taux d'intérêt qui est assez correct, autour de 3%. Et ça, c'est la seule aide officielle que l'État donne pour ouvrir et pour entreprendre en Israël. En contrepartie, vous serez obligé quand même de bloquer 5% de cette somme-là comme garantie pour ce prêt. Mais pour les Hamoutot, c'est-à-dire pour les associations à but non lucratif, c'est beaucoup plus compliqué. Elles ne donnent pas d'aide. On ne donne des aides pour les associations à but non lucratif seulement pour tout ce qui touche à des services dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, et que vous donnez des services au gouvernement. Donc, il faut un peu oublier ce prêt que je vous ai dit là. Ce prêt-là, c'est pour les sociétés, pour une personne qui veut monter, qui a une bonne idée, comme par exemple Annabelle tout à l'heure a dit, elle veut monter une start-up ou je ne sais pas quoi, elle a une bonne idée. Elle, si la personne a besoin de fonds pour débuter, pour se lancer, ça, c'est quelque chose qui se donne assez facilement aujourd'hui. Il faut savoir, surtout depuis le corona, ils ont accéléré ces aides-là. À l'époque, c'était hyper compliqué, c'était une grande procédure. Aujourd'hui, vous pouvez aller à la banque, demander, leur mettre sur papier un petit business plan, leur expliquer voilà combien vous comptez gagner, pourquoi vous avez besoin de cet argent, et après essayer d'obtenir ce prêt-là. Mais en Israël, donc je vous ai dit, c'est l'aide pour financer les structures, mais ce qu'il faut savoir aussi en Israël, c'est quelle structure choisir pour entreprendre. Il y a des personnes qui ont 20 ans, qui veulent démonter quelque chose, elles ne savent pas si cette affaire va marcher ou ne va pas marcher. En Israël, c'est très simple. Rappelez-vous,
il y a 3 structures. C'est pas comme en France. C'est pas comme en France avec SAS, SASU, SARL, etc. En Israël, il y a Osek Patour, Osek Mourché et Chevra. C'est tout. C'est-à-dire, auto-entrepreneur, c'est le Osek Patour. Osek Mourché, c'est société en nom propre aussi en indépendant. Et Chevra Baham, c'est une SARL. Donc, une personne qui veut débuter, qui veut commencer, qui veut entreprendre quelque chose, qu'elle pense qu'elle a une bonne idée, mieux vaut se tourner vers la structure qui est la plus simple, la moins coûteuse, et celle qui va vous engager au moins avec des statuts juridiques, etc. Donc, moi, ce que je suggère toujours, même aux Olim Hadashim qui veulent monter ici en Israël, qui veulent lancer un petit projet, il y a des femmes qui viennent, qui veulent vendre des gâteaux aux copines, qui veulent publier ou des cours particuliers, ou si vous avez une petite idée qui pourrait être intéressante. Donc, vous montez un Osek Patour. Un Osek Patour, c'est un auto-entrepreneur, on a déclaré une seule fois par an. On n'est pas assujetti à la TVA. Il n'y a pas de TVA, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, il y a une fois par an, on vérifie qu'on n'a pas dépassé 100 000 shekels de chiffre d'affaires. Tant que vous êtes à moins de 100 000 shekels de chiffre d'affaires, vous pouvez bénéficier de cette structure qui est vraiment pas coûteuse, qui est très simple à gérer, qui est très fluide. La deuxième structure qui existe en Israël, qui est toujours pas société, c'est le Osek Mourché. Le Osek Mourché, c'est la société en nom propre, mais qui est assujettie à la TVA. On fait des déclarations tous les 2 mois, combien on a gagné, combien on a dépensé. On fait une fois par an le bilan aux impôts, c'est un bilan personnel. Ça, c'est le deuxième type de structure. Et le troisième, bon, c'est la SARL, comme vous connaissez. On l'ouvre juridiquement, on obtient le cabis. Après, on l'ouvre fiscalement. Là, c'est une société. Donc, je vous ai dit 3 trucs. Osek Patour, Osek Mourché, Chevra. Patour, ça veut dire Patour, on est dispensé de TVA. Mourché, on a la TVA. Et Chevra, c'est une société, une SARL. Donc, ça, c'est les 3 types de structures. Maintenant, on parle beaucoup de Olim Hadashim, mais même en fonction de ce que M. Dre a dit ou ce que j'ai entendu tout à l'heure, quand un Olé Hadash vient en Israël, à part savoir comment entreprendre, quelle structure choisir, à quoi faire attention, des fois, il ne faut pas aussi négliger le fait qu'il ait des avantages fiscaux en tant qu'Olé Hadash pendant les 10 premières années. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'en ai parlé la dernière fois, j'en parle souvent dans les interventions en Zoom. Mais il faut aussi, des fois, on peut avoir avantage. Il faut se dire qu'on n'est pas exactement comme un Israélien qui va ouvrir quelque chose. Puisque comme vous bénéficiez de 10 ans d'exonération sur les revenus qui ont été générés en dehors du territoire et qu'en tant qu'Olé Hadash, vous avez quelques points d'abattement fiscaux en plus qui vous fait bénéficier d'impôts. Donc, c'est sûr que je vous conseille d'aller voir un spécialiste dans ça qui va vous orienter vers une simulation qui est la plus adaptée à votre situation. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas comme n'importe quel Israélien. Vous êtes, dans la plupart des cas, je suppose ici, Olim Hadashim, qui ont un statut fiscal différent en étant exonérés de pas mal de choses pendant 10 ans. Donc, les financements, je vous ai dit, c'est le prêt garanti par l'État. Les structures, c'est Osek Patour, Osek Mourché, Chevra. Et faire attention à votre fiscalité parce que peut-être qu'un autre montage peut être plus intéressant grâce à votre statut de Olé Hadash pendant les 10 premières années. Il y a des questions parce que oui, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez répéter le nom de l'organisme ou je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais Arvut Medina qui s'occupe de délivrer les prêts? Ça s'appelle Alva'a Be'Arvut Medina. Alva, ça veut dire un prêt en hébreu. Arvut, c'est garanti. Medina, c'est l'État. C'est un prêt garanti par l'État. S'il vous plaît. Pardon? Vous pouvez l'écrire dans le chat, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment écrire dans le chat. Moi, je ne suis pas très Non, je vais vous l'écrire après. Elle va l'écrire. Merci. Elle va l'écrire. Okay. Donc, ça, c'est ce prêt-là. Demandez à votre banque. Elle connaît. Aujourd'hui, on peut aller à la banque directement. Il y a un petit truc à payer, je crois 200 shekels pour faire la procédure. Et demandez-lui. Mais il faut quand même venir avec un dossier qui est assez, pas seulement avec une idée, avec un dossier qui justifie la raison pour laquelle vous avez besoin d'argent. Il faut quand même, c'est un prêt qu'on demande. Donc, il faut quand même venir avec. Bon, on ne peut pas leur dire je vais rester chez moi, j'ai une super idée sur Facebook. Ils vont me dire bah, vous n'avez pas besoin d'argent, donc vous n'avez pas besoin de moi. Ils vous donneront de l'argent s'ils pensent que vous en avez besoin pour votre affaire. Ok, il y a une autre question, quelque chose? Alva, c'est avec tu rajoutes un Aleph avant le E, Rachel. Excuse-moi. Aleph. Voilà. Ok, Patrice, tu veux continuer? Tu veux dire quelque chose? Rajouter. Une petite parenthèse aussi par rapport à ce que tu as dit, Patrice. C'est vrai que souvent, à part que c'est bien de donner à Israël l'argent et pas à la France, et ça, chacun en fonction de ça. Mais à part ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, on n'a pas d'impôt sur la succession. Ça veut dire, hormis le fait qu'on veut être sioniste et qu'on peut gagner 60% d'impôt sur la succession, en Israël, mais c'est ce qu'il faut faire attention, c'est que pas mal de personnes viennent
et pense qu'en faisant un testament en Israël, l'héritier sera exonéré d'impôts puisqu'on est en Israël, l'imposition, elle est assujettie à l'héritier. C'est l'héritier qui va être imposé ou non, puisque c'est lui qui doit rendre des comptes sur l'argent qu'il va gagner. Donc, si l'héritier est israélien, là, il n'aura pas d'impôt, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les successions en Israël. Ça, ils n'arrivent pas à faire passer cette loi. Mais si l'héritier reste français, le fisc français, il va être obligé de devoir déclarer et d'être imposé, quelle que soit l'origine de son père. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a des échanges d'informations entre les pays. Donc, même si on me dit, je vais garder l'argent, je ne vais pas le dire à la France et mon fils viendra le prendre quand il viendra, il faudra faire attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'échange d'informations. Oui, effectivement, merci pour cette précision, Nathanaël. C'est très important de se rappeler que si l'héritier réside en Israël, il est israélien, il ne payera pas d'impôt sur la succession. Et tu as rappelé aussi tout à l'heure que sous certaines conditions, pendant 10 ans, sur toute ou partie des revenus, on ne paye pas d'impôt quand on habite en Israël. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Et l'impôt résiduel, effectivement, s'il en reste, c'est vrai que ça peut être mieux de le donner à Israël. Ce que je trouve intéressant, Nathanaël, c'est que tu as répondu d'ores et déjà à un certain nombre de questions concernant David Drey, que tu connais, qui a une bonne opinion de toi également par ailleurs. Est-ce que tu as peut-être des idées, d'autres conseils à recommander aujourd'hui, que ce soit des avocats ou d'autres conseils, pour aider à préparer l'installation en Israël? Moi, je pense qu'avant de préparer l'installation en Israël, il faut faire très attention à la déconnexion de France aussi. C'est-à-dire que souvent, on prépare super bien notre installation, on est en Israël, on est résident fiscal israélien, on bénéficie de 10 ans d'exonération sur le revenu généré en dehors du territoire, on a tout placé, on a tout bien fait, mais on ne s'est pas déconnecté comme il faut de la France. Et là, on est sur les deux tableaux et on n'a rien gagné dans l'histoire. Puisque tant qu'on ne fait pas l'exit tax, comme ce qu'aime bien dire Georges David, tant qu'on ne s'occupe pas bien de cette histoire d'exit tax et tant qu'on n'a pas informé l'administration fiscale française de votre départ, vous êtes toujours considéré par défaut en France comme résident français. Et donc, chaque année, devoir déclarer comme il faut en tant que résident français. Donc, de venir en Israël et de ne pas se déconnecter de la France, c'est une chose que beaucoup de personnes font l'erreur, surtout ces dernières années. Moi, j'ai rencontré peut-être, je peux vraiment dire des centaines de personnes qui ont un peu négligé cette histoire de déconnexion fiscale. Ils continuent à déclarer en tant que Français en France. Ils disent, bon, on s'en fout, je continue à déclarer en tant que Français en France et en Israël en tant qu'Israélien. Il faut faire attention parce que même votre prescription et votre statut par rapport à l'administration fiscale sera problématique puisqu'ils vont toujours vous considérer Français tant que vous n'êtes pas déconnecté. Maintenant, en venant en Israël, c'est sûr que je suggère déjà, une fois qu'on a bien informé la France, après chacun en fonction de ses projets, sa vie, etc., mais d'essayer de voir s'il y a une optimisation qu'il peut y avoir en fonction de la situation de chaque personne. Donc, effectivement, juste pour préciser, déjà, comme tu as rappelé, Georges David a donné plusieurs conférences Exparalia et plusieurs d'entre vous y ont déjà assisté, participé. Donc, d'autres sont à venir. Un point important, c'est donc déclarer au fisc français qu'on est résident fiscal israélien. C'est deuxièmement être résident fiscal israélien. Et entre autres, être résident fiscal israélien, ça veut dire ne plus habiter en France, ne plus avoir de résidence principale en France. Il faut faire très attention à son immobilier. Il faut faire aussi très attention aux endroits où on dépense de l'argent avec sa carte bleue, nous-mêmes, mais également notre femme et nos enfants. Donc, c'est important. Georges David Benayoun est un avocat fiscaliste extrêmement compétent et spécialisé sur le sujet et qui pourra bien vous accompagner dans cette installation en Israël. Donc, surtout, d'avoir bien quitté la France au préalable, au bon moment, pour éviter que vous ne soyez pas résident fiscal au moment où vous aurez un contrôle où vous auriez aimé être résident fiscal et habitant en Israël. En disant hommes et femmes, justement, je peux rajouter quelque chose. Beaucoup de personnes viennent en Israël, mais ils sont obligés encore de continuer à travailler en France. Ça, c'est le cas standard, c'est le cas, on appelait ça la LIA Boeing. La LIA Boeing, les gens venaient avec l'installation. Ce qu'il faut savoir dans ce genre de cas, c'est que n'ayez pas peur par rapport à Israël et par rapport à vos avantages fiscaux que vous pouvez avoir en Israël, de faire des déplacements, même si vous faites beaucoup de déplacements pendant l'année, le centre de vie, c'est où se trouve la femme et où la scolarité des enfants et où ça s'appelle en hébreu le Merkaz Chaim. Donc, à partir du moment où votre Merkaz Chaim, c'est-à-dire votre centre de vie,
se trouve en Israël, mais que vous devez faire des déplacements pour l'étranger, puisque vous avez toujours votre affaire là-bas et que c'est très dur de directement commencer à entreprendre en Israël dès votre arrivée. Donc ça, par rapport à votre statut fiscal, par rapport à Israël, je répète, je dis par rapport à Israël parce que des fois, la France vérifie où se trouve le centre économique de vos intérêts. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ça exprès parce que c'est vraiment trop fiscal. Là, juste, je vous dis que même si vous voulez venir en Israël, mais vous hésitez parce que vous devez faire des allers-retours, par rapport à Israël, il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours faire un montage, obtenir les 10 ans d'exonération. Tant que votre femme et vos enfants se trouvent dans le pays, vous serez considéré comme résident fiscal israélien. Donc, sur ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et c'est quelque chose que énormément de personnes font. Et des fois, j'ai entendu, voilà, cette semaine, on m'a appelé, on m'a demandé, c'est une personne qui, justement, appréhendait cette histoire et qui ne savait pas si ça allait remettre en question son statut fiscal. C'est pour ça que je me permets de préciser ça. Qu'en est-il pour une femme célibataire? Je ne lis pas la suite, célibataire. Et après, célibataire sans enfant, Nathanaël. Alors là, il y aura le premier critère qui est le critère objectif, ça s'appelle le critère du nombre de jours. Là, on va voir, est-ce qu'elle passe plus de 183 jours dans le pays ou non. Une personne qui passe plus de 6 mois dans un pays est forcément résidente de ce pays. Ou 425 jours sur 3 ans, mais aujourd'hui, ils remettent un peu en question 425 jours. Donc, gardez en tête les 183 jours par an. À partir du moment où vous passez 183 jours par an en Israël, si la femme elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant, mais qu'elle est plus de 6 mois en Israël, donc son centre de vie sera Israël. Ça, c'est le nombre de jours. Le nombre de jours est au-dessus de tout par rapport aux critères. Je peux ajouter une précision quand même. Les personnes qui ont une famille ici et qui travaillent en France, donc déclarent leurs revenus français en France. Par contre, il faut pas négliger une chose, c'est qu'ils perdent le nombre de parts liées à la famille. Et ils sont considérés comme n'ayant qu'une seule part en France. Oui, exactement. C'est vrai. Et les personnes qui justement, mais qui continuent à travailler en France, ce que vous êtes en train de me dire là. Oui, parce que vous avez raison, parce qu'il faut savoir aussi, vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut que je rajoute ça, c'est que l'activité, lorsqu'on exerce une activité dans un pays, même si on est résident fiscal d'un autre pays, on est assujetti à l'imposition de cette activité dans le pays. C'est les revenus personnels qu'on déclare à notre pays de résidence. Mais comme par exemple l'immobilier, on paye l'impôt dans le pays où le bien se trouve. Si on a une affaire en France, on a une société en France, la société, elle est assujettie à l'imposition fiscale française. Donc, monsieur a raison, c'est une parenthèse qui était importante de relever. Question, s'il vous plaît. Si on est non marié, donc célibataire, on devient donc citoyen israélien, résident israélien, et qu'on a des enfants ou un enfant qui, lui, est français, voire notre nationalité, mais qui, lui, ne vient pas vivre dans le pays, parce qu'il fait ses études en France, aux États-Unis, où vous voulez. Est-ce que, dans ce cas, ça pose problème pour justement cette histoire de pays principal résident ou non? Alors, c'est pour ça que j'ai fait exprès de préciser tout à l'heure, j'ai dit le lieu de scolarité des enfants. Quand je parlais de scolarité, c'est surtout l'école. En principe, une famille, quand on vérifie l'enfant où se trouve, un enfant de 18 ans, il a le droit d'aller étudier aux États-Unis, alors que le père est résident français, il n'y a aucun problème. J'ai dit qu'un point qui est un bon justificatif pour prouver une résidence, c'est où vont à l'école les enfants. Parce qu'en principe, un enfant qui a entre 5 et 12 ans, par exemple, il ne va pas vivre tout seul dans un autre pays. Donc là, on vérifie où se trouve l'enfant. Il est sûrement relié à sa mère ou à son père. Mais maintenant, vous parlez de deux choses. Vous parlez d'un côté, un papa célibataire, mais d'un autre côté, si l'enfant part. Donc déjà, pour répondre, si votre enfant, même si vous êtes marié, votre enfant est parti d'Israël, ce n'est pas grave. Si vous passez plus de 6 mois en Israël et si votre centre de vie, si vous avez d'autres critères à prouver, qui pourront prouver que vous êtes israélien. Mais maintenant, pour un père célibataire, c'est encore plus simple. C'est-à-dire un père divorcé ou un père qui n'est pas marié, c'est encore plus simple pour lui, même si ses enfants vivent ailleurs, parce qu'à partir du moment où il peut prouver qu'il n'a pas la garde de ses enfants, donc il est reconsidéré comme célibataire d'un point de vue fiscal. Et donc là, on ne vérifie pas où sont ses enfants. D'accord, merci. Nathanaël, moi j'ai une petite question à te poser. Peut-être que ça peut intéresser aussi donc l'audience que nous avons ce matin. Au niveau donc des différentes structures que l'on peut créer, si tu veux, en France, et aussi par exemple éventuellement des montages un petit peu plus compliqués, genre par exemple s'il y a une personne qui détient donc une société donc en France et qui souhaite par exemple monter une filiale ou alors faire le montage inverse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais j'ai fait exprès.
J'ai fait exprès de ne pas parler de ça, mais si tu veux que je rentre dans ça, il n'y a pas de problème. Oui, parce que moi, je peux cherche toujours le plus compliqué, évidemment, parce que je pense que ça peut intéresser aussi certaines personnes. Ok, alors je vais essayer d'en parler, mais encore une fois, sans rentrer vraiment énormément dans les détails, juste donner l'image comme ça du montage qui se fait énormément par les personnes qui avaient une société en France, comme le dit Rachel, qui veulent peut-être optimiser leur situation via peut-être une filiale en Israël. Alors, une chose qui se fait souvent, c'est deux choses. C'est soit vous montez une société en Israël qui facture votre société française pour prestation de services et vous vous reversez après en salaire entre vous et votre femme, par exemple, cette prestation que vous avez facturée. Ça, c'est un avantage pour un Oleh Hadash, comme le dit Rachel, puisque ce Oleh Hadash, étant donné qu'il est exonéré sur les revenus qu'il génère en dehors du pays, donc par rapport à Israël, le salaire qui va se rémunérer, c'est son premier argent qu'il gagne, en fait. C'est-à-dire, on n'ajoute rien à ça. Donc, son taux d'imposition va être très faible, le sien et celui de sa femme. Donc, souvent, des personnes viennent en Israël, facturent la société française sur de l'argent que dans tous les cas en France, ils auraient payé des impôts dessus, se reversent en salaire cet argent-là en Israël, il n'y a pas de problème. Et en étant Oleh Hadash et avec 2 taux d'imposition entre lui et son épouse, par exemple, ça atténue complètement le seuil d'imposition. Maintenant, il y a une deuxième chose qui se fait aussi souvent, c'est que beaucoup de personnes gardent leur société française. C'est très dur d'un jour à l'autre de la fermer, de monter quelque chose ici. Donc, ils montent une filiale. C'est-à-dire la société française détient une société en Israël. La filiale, ça a un super avantage puisque ça nous aide à pouvoir apporter des fonds en compte courant à la fille, c'est-à-dire la mère qui est la française, peut apporter en compte courant à la société fille qui est l'israélienne de l'argent pour investissement en Israël, pour quelle que soit la raison. Et ça permet déjà une fluidité, c'est très simple d'envoyer ces fonds-là, de les rapatrier, de les amener en Israël pour investissement et continuer à travailler en France, mais toujours à investir en Israël, entreprendre en Israël via une filiale israélienne. Donc, pour résumer, 2 choses qui se font souvent, c'est soit on monte une société complètement à part en Israël, qui facture, elle, votre société en France, pour gestion, administration qui est fait sur le territoire israélien. Cet argent que vous récupérez, vous le reversez en salaire, ou en essayant d'optimiser au maximum en fonction de ce qui peut être fait dans votre société. Et après, vous avez gagné, en fait, pas mal d'impôts qui auraient été payés en France. Donc, société distincte qui facture la française, qui se reverse en salaire. Ou deuxième option, si jamais vous avez besoin d'apporter des fonds en compte courant, vous montez une société fille qui, elle, apporte en compte courant à la société israélienne, qui, elle, investit par la suite. Donc, et une fois par an, la France demandera la réciprocité des comptes courants, c'est-à-dire que la dette qui a été envoyée est bien notée dans les comptes et c'est tout. Rachel, je crois que j'ai vu 2 questions. Oui, alors, donc, faut-il obligatoirement faire l'ALIA pour monter une entreprise en Israël? Non. Non, mais c'est une bonne question parce que on a le droit de monter des sociétés n'importe où dans le monde sans être résident du pays. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il y a cet échange d'informations et aujourd'hui, étant donné que les personnes sont très réticentes par rapport aux résidents étrangers, allez à la banque en Israël, vous allez voir, dites-leur que vous êtes touriste et que vous voulez monter un compte, ils vont se sauver de vous comme si que vous avez la lettre. Donc, aujourd'hui, ils ont très peur des résidents étrangers, ils ne veulent pas se mêler à ça. Il y a les lois d'échange d'informations, il y a l'OCDE, il y a le blanchiment d'argent, il y a la provenance des fonds. Donc, aujourd'hui, de monter une société en tant que résident étranger par rapport à Israël, ça va compliquer la procédure d'ouverture, mais ça va vraiment la ralentir. Et Israël va vous demander un garant en Israël, un garant israélien qui se portera garant pour vous sur cette société-là. Et ça compliquera l'ouverture. Mais on a le droit, pour répondre à la question comme ça, de façon par rapport à la loi, on a le droit de monter une société en Israël, même si on est résident français. Mais il faut réfléchir s'il y a vraiment une utilité à ça ou non, puisque dans tous les cas, vous serez obligé de déclarer ces revenus de cette société à la France, puisque vous êtes français. Dans tous les cas, vous serez obligé d'être transparent. Vous n'avez pas d'aide de Oleh Hadash ou pas d'Oleh Hadash, puisque vous êtes touriste, vous êtes en train de me dire. Donc, il faut vérifier vraiment si ça vaut le coup ou non. Mais sinon, aujourd'hui, ils sont, même au registre, ils sont très. Voilà, il y a une société qu'on a montée là, ça nous a mis plus de 4 mois quand même, mais 4 jours pour monter une société. Une autre question, Nathanaël. Si on a une filiale en Israël d'une société qu'on aurait en France, on fait du transfert en compte courant sur la société israélienne. Est-ce que cette nouvelle filiale israélienne, notamment dans l'immobilier là-bas, et sous quelle forme? J'ai cru comprendre que c'est très compliqué d'investir, notamment à travers de l'immobilier, par le biais d'une société en Israël.
et qu'il fallait mieux investir en personne physique. Oui, bon, l'immobilier, c'est toujours mieux le particulier, puisque la plus-value sur l'immobilier, je vous donne un exemple très simple, c'est 25%. On a acheté un appartement à 1 million, on l'a vendu à 2 millions, on a imposé à 25% du million. Tandis que c'est en société, on a acheté un appartement à 1 million, on l'a vendu à 2 millions. Le million de shekels qu'on a gagné, il est imposé l'IS à 23%, c'est l'impôt société à 23%. Et après, si vous voulez récupérer cet argent, il y a encore 30% de dividendes. Donc, c'est sûr que l'immobilier, c'est toujours intéressant d'investir en personnel. D'ailleurs, le fisc, des fois, lui requalifie cet investissement en commercial. C'est-à-dire, pour définir, entre 1 et 5 appartements, il n'y a pas de problème, c'est du perso. Maintenant, si vous avez plus de 10 appartements, entre 5 et 9, il faut prouver que vous n'en faites pas votre affaire. Mais plus de 9, là, le fisc peut considérer ça comme activité commerciale. Et donc, vous imposez à 50%. Donc, le fait qu'on ne peut pas rester en perso longtemps prouve que ça vaut le coup de rester en perso. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le fait qu'on a des restrictions sur la durée ou sur le nombre d'appartements qu'on peut avoir en personnel, c'est que ça prouve que le personnel, et comme je vous l'ai dit, d'un point de vue impôt, l'immobilier, c'est comme une action. On achète une action, on a revendu, on a gagné, on paye 25% d'impôt. On achète un bien, on a vendu, on a gagné, on paye 25%. Mais en société, on paye 23% et après on paye 30%. Donc là, on est presque à 50% d'impôt quand on est à la moitié en perso. Donc oui, il faut investir en personnel, pas en société. À moins que ce soit des biens commerciaux. Ce que je vous ai dit, c'est pour de l'habitation. Mais le bien commercial, dans tous les cas, des bureaux par exemple, des bureaux, dans tous les cas, ils sont assujettis à la TVA, ils sont assujettis à l'imposition commerciale, parce que c'est une activité commerciale, ce n'est pas de l'habitation. Donc là, oubliez tout ce que j'ai dit. Tout ce que je vous ai dit, c'est pour l'habitation, pas pour les bureaux ou les commerciales. Rachel, je crois qu'il y avait une autre question juste avant que je n'ai pas répondu. Comment ça se passe pour le paiement d'impôts si on a la nationalité américaine? Les Américains, c'est les seuls, par contre, qui vous obligent aussi à déclarer dans votre pays. C'est-à-dire aux États-Unis, même si vous n'êtes plus résident américain. Donc ça, vous voyez, avec les États-Unis, moi, je ne m'occupe pas des États-Unis. Je sais juste que chaque citoyen américain qui a encore la nationalité américaine, même s'il fait son aliyah, il vient en Israël, il doit quand même faire une déclaration chaque année aux États-Unis. C'est le seul pays qui oblige aussi les citoyens à déclarer. Mais ce qu'il faut savoir, je ne sais pas quelle est la résidence de la personne qui a posé la question, mais ce qui est important normalement, c'est vérifier la résidence de la personne et être imposé en fonction du pays de résidence. Vous êtes arrivé en Israël, vous êtes résident israélien, vous êtes assujetti à l'impôt israélien. Vous arrivez en France, vous êtes résident français, on rend des comptes au pays auquel on est résident. Mais je vous ai dit, à part les États-Unis, où même les citoyens doivent déclarer. Je n'arrive pas à voir les questions, Rachel, donc si tu veux. Oui, donc c'est Annabelle qui avait posé la question. Elle est née aux États-Unis, elle habite en France. Donc apparemment, elle doit avoir la double nationalité et française et américaine et être considérée comme résidente fiscale israélienne. Mais maintenant, effectivement, donc sa question était légitime parce que si elle vient, Si elle vient en Israël, alors elle deviendra résidente fiscale israélienne. Oui, mais dans tous les cas, en venant en Israël… Je n'en sais pas plus que ça, je viens de lire la question. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Par rapport à la citoyenneté française, à partir du moment où vous allez être résidente israélienne, on s'en fout de la citoyenneté française. Elle ne sert plus à rien. C'est-à-dire, elle vous sert pour vous pour être française encore, mais vous n'avez pas de compte à rendre à la France d'un point de vue fiscal. C'est-à-dire, vous n'avez pas, à moins que vous ayez d'immobilier là-bas, mais sinon, vous n'avez pas de compte à rendre à la France, de déclaration à faire toutes les années en tant que citoyenne française. Donc, vous avez des comptes à rendre à Israël, une résidence fiscale israélienne. Le fait que vous soyez américaine et que vous êtes né aux États-Unis, ça, il faut vérifier avec les spécialistes là-bas, parce que je sais que vous êtes obligé quand même, en tant qu'américaine, à continuer à déclarer aux États-Unis. Mais le fait que vous déclarez aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'on ne déclare pas à Israël. Israël, pour eux, vous êtes résidente chez eux. Donc, on doit déclarer à Israël. Mais les États-Unis, même les citoyens, ils leur demandent. Donc, ça, il faut vérifier aussi avec les États-Unis. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, Nathalie. J'ai vu M. Metoudi, il a marqué quelque chose? Je lui ai répondu déjà. Je suis plus rapide que mon nombre. Patrice, est-ce que tu as encore un autre sujet à aborder du côté français? Alors, du côté français, on a dit qu'on avait l'ALIA Boeing et on a aussi la possibilité de vendre sa société. Ce que je voulais rappeler, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés françaises n'ont jamais été aussi bien valorisées. Et donc, parfois, c'est bien de vouloir travailler et de garder son activité, mais on peut soit faire un LBO,
J'ai fait un LBO hier avec un fonds d'investissement français et j'en ai un autre prévu demain. C'est un LBO, un OBO, c'est-à-dire un owner buyout. Donc, le dirigeant vend sa société à un holding dans lequel il va rester être un actionnaire majoritaire, mais entre-temps, il a vendu sa société, donc il a déjà touché son cash-out. Donc, que ce soit l'opération d'hier ou d'aujourd'hui, les dirigeants, au début, ils savaient ce que c'était qu'un OBO. Finalement, on a vendu leur société à une nouvelle société dans laquelle ils sont restés actionnaires majoritaires. Mais ils ont fait un cash-out important, donc ils ont touché beaucoup d'argent, et donc ils ont le beurre et l'argent du beurre. À la fois, ils ont gardé leurs revenus futurs, à la fois, ils ont gardé une majorité du capital, à la fois, ils ont touché un cash-out important, et à la fois, ils continuent à diriger l'entreprise tout en ayant des nouveaux associés. Et comme ils ont des nouveaux associés, l'Alia Boeing, ils sont moins obligés de revenir tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, parce que comme ils ont des nouveaux associés, un nouveau directeur général, un responsable commercial en plus, eh bien, ça les aide à faire une transmission douceur. Et dernière option, une vente totale, une vente pure et simple. Vu les valorisations des entreprises actuellement, quand on a une société qui nous achète 10, 20, parfois 30 fois le résultat net, ça peut être extrêmement intéressant de vendre sa société plutôt que de travailler, et ça permet de partir serein et de ne pas être obligé de prendre l'avion toutes les semaines ou trop souvent. Voilà. C'est exactement mon cas. Alors, comment est-ce qu'on fait? On a donc ce patrimoine qui pour moi est en Belgique. J'ai suivi toutes les histoires de société filles, etc. etc. Mais si je veux à la fois entreprendre et investir, mais pas investir dans l'immobilier directement, quels seraient vos conseils ou les pistes à suivre? Nathanaël, la question est pour toi, je pense. Oui. Excuse-moi. Vous pouvez répéter, excusez-moi. En fait, elle a aujourd'hui l'argent dans la société en Belgique, et elle aimerait savoir comment investir si ce n'est pas directement dans l'immobilier. C'est bien ça, Gisèle? C'est ça. L'immobilier, j'en ai déjà en Israël. Je voudrais investir dans ce qu'il y a en France, les SCI ou des choses comme ça. Vous êtes Ola Hadasha? Vous êtes Ola Hadasha ici? Je suis citoyenne israélienne. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Je suis sortie de la Belgique, je suis résidence fiscale israélienne, 0. Je viens de vendre ma société. Et les placements financiers, ça vous intéresse? Les placements, les actions, les trucs comme ça? Ça, vous avez un avantage en tant que nouvelle résidente israélienne à investir dans des actions, par exemple, ou dans des placements même qui ne sont pas à haut risque, puisque, comme vous le savez, normalement, c'est la banque qui s'occupe d'imposer à la source les plus-values que vous faites sur vos actions. C'est-à-dire, vous avez acheté une action qui a pris de la valeur, c'est la banque qui s'occupe d'imposition. Mais étant donné que vous êtes Ola Hadasha et que vous avez 10 ans d'exonération sur les revenus qui ont été générés en dehors du territoire, et que les actions, ce n'est pas une activité commerciale et vous n'en travaillez pas, vous n'en faites pas ça toute la journée. Donc, par rapport à la fiscalité, vous allez gagner en fait 25% d'impôts que tout le monde paye sur les plus-values. Vous n'avez pas besoin d'en payer pendant 10 ans. Donc ça, je pense que niveau investissement, ce qui est le plus optimal pour une personne qui a fait son alia, c'est bien sûr c'est les placements, si jamais ça vous intéresse ou si jamais vous connaissez, vous vous renseignez sur ça. Mais ça, je vous dis déjà que vous ne payerez pas d'impôt, pas un shekel d'impôt pendant 10 ans sur des actions qui ne sont pas israéliennes. C'est-à-dire, si vous placez sur des investissements qui ne sont pas sur des investissements comme par exemple une société Teva en Israël, là, vous payez des impôts. Mais si vous investissez sur Google ou sur quoi que ce soit, quelle que soit la société, il n'y a pas de problème tant qu'elle n'est pas israélienne, vous ne paierez pas d'impôt pendant 10 ans sur les plus-values. À part ça, comme investissement, je ne sais pas. Après, c'est à vous en fonction de votre profil, etc. Mais en principe, les gens… vous pouvez me donner des pistes, Rachel, ou vous? Moi, j'en ai, Gisèle, mais je pense que c'est une discussion séparée. Hein, là, bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. OK. OK. Patrice, tu as encore un autre sujet parce que là, on approche de la fin. Je pense qu'on a bien répondu. En tout cas, on vous enverra évidemment nos coordonnées. Si on peut répondre à d'autres questions en privé, ça sera avec grand plaisir. Merci à tous pour votre dynamisme et votre présence. Oui, c'était une discussion très variée aujourd'hui. Hein. Nathanaël, tu as quelque chose à rajouter?
Non, bonne journée à tous. OK, alors merci à tous. On va clôturer. Je vous enverrai tout à l'heure donc un email avec les coordonnées de chacun et l'enregistrement de la session si vous souhaitez la visionner. Merci beaucoup et bonne semaine. Au revoir. revoir. Merci Au revoir. également. Au revoir.